Nous, on mise vraiment sur les entrepreneurs. J'ai fait une thérapie pendant 6 mois. D'accord. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire de l'argent sur YouTube. D'accord. Donc, je voulais juste trouver un endroit où je pouvais partager mes connaissances en nutrition. Ma communauté m'a vu porter des bijoux. Et depuis toujours, j'ai fait les bijoux pour moi-même. Et comment tu trouves toute cette énergie? Même pendant la formation, j'ai fondu en larmes parce qu'on parlait de l'entrepreneuriat. Tu vas vraiment apprendre les vraies leçons lorsque tu vas oser. Je ne parle pas tant de à quoi tu ressembles, mais c'est vraiment ce que tu ressens. Ouais. Il y a aussi un sens de responsabilité qui vient avec ton image par rapport à mes enfants. Parce que je les ai retirés d'un milieu qui était stable, qu'ils connaissent, loin de leur père, à mon mari, parce qu'il était mon number one fan depuis le début. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon nom est Nasteha Ahmed Samire. Bienvenue à un nouvel épisode de Hibo Talk. Salam alaikum Nasteha. Alaikum salam Hibo. Bienvenue dans mon podcast de Hibo Talk. Vraiment, je suis très contente de t'accueillir. Merci de m'avoir invitée et j'espère vraiment qu'on aura une belle discussion enrichissante. J'en suis sûre. Inch'Allah. Alors Nasteha, pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous dire qui est Nasteha? Mon Dieu, en quelques mots, c'est très difficile. Mais rapidement, alors, Nasteha, déjà Nasteha Ahmed Samire, parce que j'ai aussi Naz Ahmed, qui est toute une autre personne. D'accord. Nasteha Ahmed Samire, c'est une maman de 2 enfants. Je suis consultante, formatrice en développement personnel. Je porte plusieurs chapeaux, mais donc ça, c'est Nasteha Ahmed Samire, la professionnelle. D'accord. Et Naz Ahmed, c'est plus sur les réseaux sociaux. Et la raison pourquoi j'ai décidé de m'appeler Naz Ahmed, c'est parce que j'ai grandi au Canada. D'accord. Puis plusieurs personnes qui ne sont pas somaliens ou arabes ne sont pas capables de prononcer Nasteha. Nasteha. Donc Naz, c'est mon prénom, mon nickname. Et donc c'est ça. Et Naz Ahmed, c'est vraiment une influenceuse, même si le terme un peu me dérange. D'accord. Et je suis un peu sur YouTube. C'est vraiment là où est ma plus grande communauté. Absolument. Et là, maintenant, je suis aussi sur TikTok parce que je me suis rendu compte que si je veux vraiment attraper l'attention des jeunes, il faut que je sois sur TikTok. Sur TikTok, c'est vrai. Et donc voilà, je suis un peu ici et là sur les réseaux sociaux. Puis je parle souvent de nutrition parce que je suis nutritionniste. Je parle aussi de Hoyone Meda, motherhood. Je parle aussi de développement personnel, tout ce qui est vraiment le bien-être en général. En général, c'est très bien. Ouais. Écoute, oui, tu as énormément de casquettes et c'est ça qui m'a plu dans ton profil également. C'est pour ça que j'étais vraiment intéressée de te recevoir. Et tu parlais du Canada, justement. Donc, avant de parler, évidemment, de ce beau projet que tu as lancé à Djibouti, à Slay Boutique, à quoi ressemblait ta vie au Canada? Alors, d'abord, moi, je suis née à Djibouti. D'accord. Si je parle de mon parcours rapidement. Je suis née à Djibouti, je suis partie à l'âge de 7 ans. Puis j'étais au Canada pendant 5 ans, je suis revenue, je suis allée à Charles-Picot au lycée, donc je suis une enfant du pays. D'accord. C'est pour ça que j'aime pas qu'on me dise diaspora, parce que je suis plus djiboutienne dans ma tête qu'autre chose. D'accord. Donc au Canada, vraiment, je travaillais dans le milieu du communautaire avec le gouvernement fédéral là-bas. Je faisais des formations aussi. Et puis, ma vie là-bas, c'était vraiment les réseaux sociaux. J'étais vraiment sur les réseaux sociaux, mais à Djibouti, ce qui est différent, c'est que ma communauté est là. Donc, lorsque je sors, les gens me reconnaissent, mais là-bas, c'était moi et ma caméra. D'accord. Je faisais mes vlogs. Là-bas, la vie en Occident, on la connaît un peu. Tu fais tout. Donc, tu es maman, tu fais le ménage, tu cuisines, tu travailles. Bien sûr. Donc, d'accord. Donc, c'était ça ma vie. Très belle vie, je ne vais pas me plaindre. Mais pour moi, ce n'était pas une vie where I felt fulfilled. Yeah. Donc, je voulais vraiment avoir un impact, laisser un impact. Et c'est vraiment ce dont je vis pour. Vraiment laisser un impact. Je veux que chaque jour soit un jour où, ne serait-ce même une personne, qu'elle ressente quelque chose de positif qui vient de moi. Pas forcément un impact, un impact peut être multiple, mais vraiment laisser un impact. Et là, je vise vraiment les femmes parce que je suis une femme. Bien sûr. Et la jeunesse. Et la jeunesse, voilà. Ok, très bien. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, on va parler un peu de cette période où tu as lancé
pas mal de projets au Canada, parce que ça a démarré quand même naze. Tu disais que tu n'aimes pas trop le terme influenceuse, mais bon, on appelle justement des personnes comme vous qui avaient une forte communauté sur YouTube, par exemple, et sur les autres plateformes, enfin les réseaux sociaux. Donc, comment ça a démarré? Comment tu as lancé toutes ces... Parce que je sais que tu es autour de, bien sûr, la santé mentale. Tu as lancé pas mal d'associations au Canada. Ça a démarré au Canada. Donc, comment tout ça a trouvé son chemin? Comment tout ça était venu, en fait? Je pense que parce que j'y ai pensé. D'accord. Et donc, je me suis dit, enfin, en quelque sorte, m'obliger à vraiment commencer ces initiatives, parce qu'on ne retrouve pas, en fait, en Occident, surtout au Canada, peut-être en Europe, c'est différent. C'est le sentiment de communauté. C'est vraiment pas présent, surtout au Canada, et surtout dans la communauté djiboutienne. On est vraiment éparpillés, puis chacun est vraiment chez lui. Donc, je cherchais toujours un moyen de ramener les gens ensemble. C'était vraiment ça, parce que moi-même, I was craving for that. Je mourais, quoi. Tu voulais ça. Je voulais ça. Donc, la première initiative que j'ai lancée, à part, YouTube, c'est Gayska Africa. Et Gayska Africa, c'est parce que je voulais avoir un événement pour la Eid, parce qu'on n'a pas ça, même à Ottawa, on n'a pas. Donc, Gayska Africa, on a fait 3 années de suite Eid et un gala pour la Eid. Red carpet, tapis rouge, mais vraiment top. Puis, c'était pas un truc qu'on voyait à Ottawa. Normalement, c'est dans les grandes villes comme Toronto et tout, mais pas à Ottawa. Donc, c'était la première année, vraiment, les gens ont vraiment aimé parce que les gens se viennent, on est en communauté, de gauche à droite, tu entends « la gorma est bessa ». Donc déjà là, c'est beau, puis c'est Eid en même temps. Bien sûr. Donc ça, c'est la première initiative que j'ai commencée. Et cette initiative, c'était vraiment pour regrouper tout le monde. C'est juste pour amener, juste nous retrouver, mais dans une ambiance festive. Voilà, mais parce qu'il y a beaucoup, il y a des haflades ici et là, mais je voulais vraiment un truc classe, que les autres communautés le font, comme West Africa et tout, ils sont connus pour ça. Mais je voulais un truc tapis rouge, gala, puis la totale, et c'était juste magnifique. Et donc, on a fait 2 années de suite. La 3e année, je comptais le faire, mais je suis tombée enceinte. Ensuite, la 2e initiative, c'est Somali Woman Entrepreneur, que j'ai commencé avec 3 autres femmes fortes. Escoffelan, comme j'aime bien dire. Puis, donc, cette initiative-là est venue après Asli Boutique parce que on s'est rendu compte que lorsqu'on on prenait part aux expositions, on était les seuls Somaliens ou les seuls Djiboutiens parmi des communautés, mais tu vas voir les Nigérians, ils sont tous ensemble, les Malaisiens, ils sont... En fait, c'est toujours cette envie de chercher ce rassemblement. C'est ça. Donc, on est 4 femmes entrepreneurs, toutes. La plupart d'entre nous, on est toutes des mamans. Puis, on a participé à plusieurs événements. On s'est vus, puis on s'est dit, pourquoi on ne fait pas ça pour notre communauté à nous-mêmes. Donc, on a fait ça cette année. Cet été, ce sera notre 3e. Donc, on le fait chaque été. Et puis, la dernière année, on a eu plus de 5000 personnes qui sont venues, même de Minnesota. Et c'est une exposition de Somali businesses. Et puis, de là, naît beaucoup de rencontres, beaucoup de relations qui se créent. Beaucoup de gens ont acheté des maisons grâce aux différents professionnels qui étaient là. Donc, ça, c'est Somali Women Entrepreneur. Mais l'événement s'appelle Somali Business Expo. Et ça continue toujours? Ça continue. On le fait chaque année. Cette année, on va le faire, ce sera notre 3e année, notre 4e année. Et c'est souvent pendant l'été qu'on le fait. Au Canada. Au Canada, Inch'Allah. Et ça aussi, c'était un exploit. En fait, vraiment... Et vous avez réussi, à vous toutes les 3, à réunir, à grandir la communauté Parce que, en fait, cette initiative est la plus facile. Parce que nous, on mise vraiment sur les entrepreneurs. On trouve un espace. On dit aux entrepreneurs de venir présenter leur entreprise. Puis, chacun ramène leur propre communauté. Donc, l'année passée, on avait 5000 personnes qui sont venues. Certaines personnes sont venues de Minnesota. Et encore là, c'était sous cette ambiance festive où tu entends « Ah, la gorman souké ndambeza » et ça fait vraiment chaud au cœur. Et surtout, une chose qui nous manque dans notre communauté, djiboutienne, somalienne, afar ou autre, c'est que
il y a un manque de soutien entre nous. Peut-être à Djibouti, c'est peut-être quelque chose qu'on se rend pas compte, mais à l'extérieur, c'est flagrant comment les Djiboutiens vont préférer acheter de quelqu'un qui n'est pas djiboutien que leur propre... Alors que les autres communautés sont très... Mais les Somalis, en général, eux, par contre, je parle des Somalis, de la Grande Somalie ou de la Somaliland, tu vois toujours que eux, par contre, West London, ils se cherchent, ils se regroupent, ils font pas mal... C'est un peu mieux que nous sur ça, mais... Quand même. Par exemple, lorsqu'ils vont faire un achat et qu'une personne qui est non-somalienne lui dit c'est tel prix, ils ne vont pas remettre le prix en question. D'accord. Ouais. Ça, c'est une chose. C'est ça. Alors que les autres communautés, s'ils veulent quelque chose, ils vont chercher d'abord dans leur cercle. D'accord. Qui a ça? OK. Donc, c'est ça. Et comment tu trouves toute cette énergie? Comment tu as trouvé? Parce que tu disais également que tu étais mère, hein? Donc, oui. Mère, essayer d'être aussi active dans la communauté, essayer de regrouper, partager, essayer de partager des moments avec ta communauté, mais au-delà de ça, essayer de créer des choses. Ouais. Comment tu fais? Je pense que c'est vraiment... On me pose cette question, mon Dieu, tellement souvent. Oui. Mais pour moi, pour tout aspect de ma vie, j'ai une approche holistique. D'accord. Donc, ma philosophie, c'est un esprit sain dans un corps sain. D'accord. Donc, si tu veux être productif, tu peux pas ne pas dormir la nuit, par exemple, ou ne pas avoir une routine productive. Et puis, si on fait attention à tous ces entrepreneurs qui ont réussi, ils ont une routine. À 4 heures du matin, ils se lèvent, ils font du gym, je sais pas. Oui, absolument. L'être humain a besoin d'une routine. C'est pas pour rien que Dieu a fait que on fait la prière 5 fois par jour, telle heure. Avant de faire la prière, tu dois être vêtu d'une certaine manière, tu dois faire tes ablutions. Tout ça, c'est parce que l'être humain, moi je dis D'accord. Nafton, elle a été créée pour rester dans le paradis, mais on est venu sur terre. Donc alors elle veut toujours raha. Donc faut être vraiment discipliné. Il faut avoir une grande discipline. Et pour avoir une discipline, il faut avoir une routine. Donc, ce que je fais, moi, c'est pour ça que l'aspect nutrition fait partie de toutes mes choses. C'est parce que si tu veux performer et être au meilleur de ta performance, déjà, il faut que tu manges en santé. Que tu veux entreprendre quelque chose, tu es diabétique. Comment tu peux être au meilleur de ta performance si le sucre que tu continues à manger t'impacte. Absolument. Donc, c'est vraiment ça. Alors, moi, ce que je fais, c'est je fais des détox souvent. D'accord. Et je fais vraiment attention à ma santé mentale. D'accord. Je parle beaucoup de ça. Pas parce que c'est un tabou. Oui, parce que c'est un tabou, justement. Oui. Mais surtout parce que surtout nous femmes, on est faites d'hormones. Donc, les hormones peuvent impacter sur notre mood. Comment tu te sens au début du mois et comment tu te sens à la fin du mois, c'est pas la même chose. Donc, you have to be aware of that. Absolument. Donc, c'est vraiment une approche holistique et vraiment juste faire en sorte d'avoir une routine. Et puis, je suis la reine des to-do lists. J'ai des to-do lists partout. Et parce que sinon, j'oublie ce que je dois faire. C'est un peu aussi time management. Ça fait pas... Je veux dire, quand tu parles de productivité, c'est ça. C'est quand tu sais exactement ce que tu as à faire, que tu es organisé, que tu as une to-do list, ça réduit un peu le stress aussi. Le stress, parce que tu sais exactement ce que tu dois faire quand. Exactement. On a tous 24 heures. Ouais, mais comment on l'utilise dépend vraiment de nous. Oui. Donc, c'est ça. Je fais toujours en sorte d'avoir une to-do list et savoir le lendemain ce que je dois faire. J'ai l'impression vraiment que, le fait que tu mettes en place une routine d'hygiène dans ta nutritionnelle, plutôt. Tu fais du sport également? Je marche. Tu marches beaucoup. Ouais. Ça, c'est bien. Je fais des marches. Donc, j'ai toujours comme 8,000 steps a day. Absolument. Ouais. Non, c'est important. Et est-ce que tout ça, tu l'as un petit peu, parce que tu es rentrée à Djibouti, on en parlera un peu plus tard, mais tu es rentrée à Djibouti et j'imagine que c'est un peu plus compliqué de garder ce rythme. Oui, parce que c'est une chose d'ailleurs, je parlais de ça avec mon mari, parce que mon mari n'est pas venu avec nous, ce qui fait encore les choses encore plus difficiles. Donc là, j'ai les enfants, je dois
être full-time. Tu es toute seule ici? Oui. Avec les enfants? Enfin, avec la famille? Avec la famille. Oui. Mais mes enfants sont habitués à maman, papa. D'accord. Donc, mon fils, par exemple, il a 6 ans, il a besoin de quelqu'un qui l'emmène. Enfin, il faut le faire sortir et tout. Bien sûr. Et avec mon planning tellement chargé, il faut vraiment que je le mette même dans mon planning. C'est vraiment dans mon planning. Ramener Raïm à telle heure, cet endroit. Sinon, ça va pas se passer. Donc, c'est ça qui rend un peu les choses plus difficiles. D'accord. Mais je me dis, c'est juste pour l'instant. Ah ouais, mais petit à petit, la routine va reprendre parce que j'ai besoin de routine. Oui, oui. Et mes enfants aussi. Les enfants ont vraiment besoin de routine parce que aussi, j'ai travaillé avec des enfants sous le spectrum de l'autisme et tout. Puis, une chose dans notre communauté, c'est la routine. Absolument. Parce qu'ils ont, même que l'enfant soit malade ou pas, la routine, c'est très important parce qu'il doit savoir ce qui va se passer. Mais s'il ne se réveille pas à la même heure, qu'il ne dort pas à la même heure et tout, même lui, il va être hyperactive, etc., etc. Donc, et quand tu as décidé de parler de santé mentale, parce que tu as pas mal de vidéos autour de ça et de charge mentale, ça t'est venu d'où? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, un événement dans ta vie qui fait que... Ouais. Oui. En fait, en 2016, j'ai fait mon premier burn-out. D'accord. Et le burn-out, si je définis ça rapidement, c'est vraiment ne pas écouter ton corps, en fait. C'est vraiment te pousser. Et puis, moi, je suis high achiever. Donc, dans tout ce que je fais, je veux vraiment faire pas à 100%, mais à 1000%. D'accord. Mais si tu t'écoutes pas et que tu n'as pas un équilibre et que ton cerveau, parce qu'il va te dire tu es fatigué, tu n'écoutes pas, ça va ressortir physiquement. Tu vas tomber malade, tu pourras pas. Donc moi, c'est ça. En 2016, c'était lorsque je terminais ma master. Oui. Et donc, je travaillais dans le centre d'appel. Les centres d'appel, on sait comment c'est. Absolument. C'est très... Et puis, au Québec, où le racisme est fort. Donc, c'était un centre d'appel, pardon, mais plutôt social ou parce non, que ça aussi, c'est prenant. C'était un centre d'appel comme Jube Télécom. D'accord. Donc, je travaille pour Jube Télécom et puis il y a des gens qui appellent. J'ai un problème avec ça. Donc, c'est ça. Et puis, tellement que au Québec, on connaît le racisme là-bas, c'est un peu comme la France. D'accord. J'ai dû changer mon nom. Je disais pas Nasteha, je disais Nancy. Non. Voilà. C'est vrai? Parce que dès que je dis Nasteha, ils savaient direct que j'étais pas. Pourtant, les Canadiens ou enfin, je sais pas, c'est. Non, c'est pas tout le monde. Quelques, mais c'est souvent au Québec. C'est souvent au Québec. Okay. Pas à Ottawa, pas en Ontario. C'est vraiment au Québec. Parce qu'ils sont un peu des Français en quelque sorte. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment le stress de ça. En même temps, je rédigeais ma mémoire pour ma maîtrise. Donc, il y avait le lot au travail, il y avait aussi l'école. Et en plus de ça, j'allais vraiment au gym. D'accord. Donc, je passais... C'était en quelque sorte, quand j'y repense, un coping mechanism. J'allais au gym pour me sentir mieux, mais ça prenait beaucoup de ma journée. Donc, un horaire typique, c'est le matin, je me lève à 7 heures, j'ai des cours jusqu'à midi. À midi, je suis au gym pendant 2 heures. À 1 heure ou à 2 heures, je commence à travailler jusqu'à 11 heures le soir. À minuit, je rentre et j'ai pas de voiture, donc je prends le bus. D'accord. Donc, je suis à la maison à 1 heure du matin. The next day, la même histoire. Et en plus de ça, les papa, maman sont pas là, donc je suis en quelque sorte la femme de ménage, parce que j'ai des frères qui ne connaissent avec pas. Toi. Voilà. Donc, tout ça vraiment a fait que C'était trop. C'était trop. Ouais. Donc, j'ai eu un burn-out et un beau jour, j'arrivais juste pas à quitter mon lit physiquement. Et après, je savais pas, parce qu'on n'a pas grandi avec la santé mentale. Non. Je savais pas où aller, donc je suis allée voir mon médecin. On a fait, mon Dieu, 9 tests. Et puis, au final, mon médecin m'a référé à une femme pakistanaise qui est musulmane. Puis, elle m'a dit, parce qu'elle est spécialiste en médecine interne, puis elle m'a dit, Nasteha, peut-être c'est un problème mental, peut-être c'est que tu fais de l'anxiété, de la dépression. Et là, c'est comme si je le savais sans le savoir, parce que j'ai pleuré. Ouais.
J'ai pleuré. Je le savais sans le savoir. Et puis, j'ai dit, la première chose que je lui ai dit, j'ai dit, mais est-ce que ça veut dire que mon iman est vraiment, est-ce que c'est low iman? Est-ce que c'est, parce que c'est ça. T'as moins la foi, là. Voilà. Donc, et notre communauté, bah, enfin, maintenant, c'est moins tabou, mais à mon époque, c'était soit manque de foi, soit ayn bakou darle, soit walagu babay, ou un quatrième, je sais pas. Donc, c'est toujours quelque chose d'externe, mais jamais interne. Alors, elle m'a dit non. Puis, elle s'est vraiment assise avec moi. Puis, elle m'a parlé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle m'a dit, le prophète lui-même, il a eu des épisodes de dépression. Elle m'a donné un dua que le prophète dit même anxiété dans son dua. Et tout ça m'a vraiment rassurée. Puis, par la suite, voilà, je faisais juste beaucoup de dua. Et Dieu a fait en sorte que les choses se passent vraiment d'une manière, mais comme, voilà, et c'était vraiment le travail de Dieu, parce qu'une semaine après, j'ai eu un appel de l'université qui menait à une étude sur la thérapie comportementale et cognitive. OK. Et donc, je me suis dit, oui, pourquoi pas, je vais m'inscrire. Et je me suis inscrite, j'ai fait une thérapie pendant 6 mois. D'accord. Où j'apprenais à vraiment rewire my brain. Donc, cette thérapie, elle t'apprend comment ton comportement de tous les jours impacte sur ton cognitif, ta façon de penser, et comment ta façon de penser impacte sur ton comportement. Sur ton comportement et ta santé physique, quoi. Et la santé physique, c'est vraiment ce qui va en découler. D'accord. Mais vraiment parce que si tu es quelqu'un qui pense positivement, ton comportement va aller avec ça. D'accord. Mais si tu es quelqu'un de négatif, ton comportement. Absolument. Et l'inverse aussi, si tu n'as pas une routine, quand je parle de routine, c'est le comportement. Si tu n'as pas une routine qui fait en sorte que, si tu veux être entrepreneur, l'entrepreneur, il fait quoi? Tu veux être entrepreneur, mais tu veux rien faire, ça ne matche pas les deux. Donc, comportement, dans le sens que si tu veux être un entrepreneur, par exemple, il faut d'abord voir ce qu'un entrepreneur fait. Il faut bouger comme un entrepreneur. Et comment tu bouges va vraiment impacter sur comment tu réfléchis. Absolument. Donc, c'est ça. Cette thérapie, elle t'apprend ça, le pouvoir du cerveau. D'accord. Comme quoi, c'est... Et à Somali, je dis... C'est comme un muscle. Voilà, c'est comme un muscle. Si tu dis, je vais aller au gym, je vais être musclé, il faut que tu répètes les mêmes mouvements, puis les muscles. Mais si tu dis, je vais être musclé, mais tu fais rien, donc c'est ça. Donc la santé mentale, c'est venu de ça, et puis j'ai fait la thérapie, puis vraiment, j'en ai tellement appris sur moi-même, et surtout sur le pouvoir de mon cerveau. J'ai dû apprendre à vraiment... j'ai recalibré ma façon de penser. Il y a beaucoup de choses qui me donnaient de l'anxiété, mais quand j'ai compris que je ne peux pas tout contrôler, absolument, que je ne peux que contrôler mon émotion, c'est là que je me suis dit, ça vaut pas la peine de ça sert à rien. Tout ce que ça fait, c'est bien sûr. Donc ça, voilà, et je fais toujours référence à la santé mentale dans tout. Non, mais c'est important parce que on n'entend pas souvent des femmes ou des hommes de notre communauté en parler. J'ai l'impression que là, ça fait quelque temps que maintenant le sujet revient. Je vois des conférences d'ailleurs à Djibouti qui sont organisées autour de la santé mentale. Exactement. Mais c'est important parce que, comme je disais avec un invité récemment, je disais que les parents, la famille, ne sont pas non plus éduqués et équipés, tu vois, pour reconnaître des signes de dépression, des signes de burn-out. Et pour eux, tout est une question de, comme tu disais, il est en dépression parce que il est fou, voilà. Mais ils se rendent pas compte qu'effectivement tout ça a besoin en fait juste de soins, de traitement. Et mais savoir poser des mots. Savoir poser des mots, c'est ça le plus important. C'est ça. Donc, non, c'est très bien, Nastah, que tu fasses ça. Et concrètement, aujourd'hui, ta routine, elle ressemble à quoi aujourd'hui? Je n'ai pas vraiment... Pour te protéger, pour protéger ta santé mentale. Déjà, je me rappelle tous les jours que je ne peux que contrôler mon émotion. C'est vraiment quelque chose que je reviens toujours parce que la vie, elle est ce qu'elle est. Mais comment on contrôle ses émotions? Pour moi, c'est vraiment une chose pratiquement que je fais, c'est je me parle moi-même. D'accord. C'est aussi bête que ça, mais je me parle moi-même parce que après, lorsqu'on monte les échelons, si je peux dire ça comme ça, on se retrouve seul. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas vraiment comprendre
notre peine ou ne peuvent pas vraiment se mettre à notre place. Donc, soit j'ai une discussion directe avec Dieu, mais vraiment une discussion, pas juste dua, mais vraiment une discussion directe avec Dieu, ou je me fais des voice messages à moi-même, puis ou une vidéo. Puis après, lorsque je m'écoute, il y a beaucoup de choses que je me rends compte que je dis, mais que lorsque je le dis, vous comprenez un peu? C'est très fort, c'est très fort ce que tu dis. Oui, donc je me réécoute, je me dis, hey, tala, c'est vrai ça? Puis après quelques mois, je me réécoute, puis je me dis, oh mon Dieu, mais tu te cassais la tête pour rien. Incroyable. Et puis, c'est beau parce que Dieu a fait les choses d'une certaine manière que je pense que si on aurait su en avance notre destinée, il y a beaucoup de choses qu'on aurait peut-être pas vécues à 100%. Je sais pas si je fais du sens quand je dis ça, mais... Et puis, je me rappelle aussi que Dieu teste toujours ses meilleurs soldats. Absolument. Et que s'il y a un événement ou un challenge que je vis, ce challenge a été choisi pour moi. Tout à fait. Et Dieu qui m'a créé sait que je peux surmonter cet événement. Donc moi, il faut que je puisse croire en moi-même. Donc, et ça, croire en Dieu. Et toujours croire en Dieu. Toujours croire en Dieu parce qu'il nous connaît nous mieux que nous-mêmes. Mais vraiment, c'est un rappel constant pour moi-même. Et je me dis, c'est le débat. Puis il y a un pour ça aussi qui parle de ça. Mais les gens le disent sans vraiment comprendre le sens. Dieu ne va jamais te tester au-delà de tes capacités. D'accord. Donc, si tu vis un événement ou un challenge ou débattant, ce débattant, c'est là juste pour faire sortir le meilleur potentiel. C'est la seule façon pour devenir la personne que Dieu a fait que tu deviens. Les prophètes ont été testés, qui est mieux que les prophètes. Et c'est inévitable de passer à travers des challenges pour pouvoir devenir la meilleure version de nous-mêmes. De nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment un travail mental. Mais en tout cas, c'est une belle pratique. Je pense que les gens qui t'entendent, enfin, qui vont t'entendre, surtout les jeunes filles, à mon avis, c'est bien d'avoir des exemples comme ça de comment faire pour essayer de contrôler ses émotions ou avoir des petits tips, comme on dit, tu vois, et se parler soi-même ou parler à Dieu. Pas seulement faire que des prières, mais lui parler, avoir vraiment une conversation. Exactement. Je trouve ça vraiment ingénieux. Puis avec l'âge, avec les années d'expérience, lorsque je fais dua, je ne demande pas à Dieu, oh Dieu, aide-moi pour ça. Je dis vraiment, Dieu, donne-moi la force de surmonter ce challenge. Parce que je sais que ce challenge, je le vis pour une raison. Alors moi, ça me donne de l'espoir et ça fait du bien aussi de juste remettre tout sur Dieu. Oui, d'accord. Ce n'est plus... Et puis, on a tendance, nous femmes, à toujours croire que tout est dans notre contrôle, on veut tout contrôler. Les hommes sont un peu mieux que nous par rapport à ça, ils sont plus laid back. Enfin, ils pensent être le mieux. Voilà, parce que quand ça explose... peut-être. Je crois que... c'est vrai, c'est différent. Mais nous, on veut toujours tout contrôler, on veut toujours savoir pourquoi les choses se passent d'une certaine manière, mais des fois... Il faut lâcher prise. It is what it is. Voilà. Surtout quand c'est en dehors de ton contrôle. D'accord. Alors, Nasteha, donc tu as une casquette de maman, tu as une casquette de femme, évidemment, d'épouse, d'entrepreneur, créatrice de contenu. Quand tu regardes tout ça, qu'est-ce qui est le plus beau et qu'est-ce qui est le plus difficile de vivre au quotidien? Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre au quotidien, pardon? Le plus beau, d'abord, c'est le fait d'être une maman. Absolument. Ouais. Tu as combien d'enfants? 2. Machallah. 2. Filles, garçons? Filles, garçons, les 2. D'accord, très bien. Alhamdulillah. C'est vraiment ça, ce qui est le plus beau, parce que tout ce que je fais, c'est à part. Mais lorsque je vois mes enfants grandir et vraiment passer les différentes étapes de la vie, moi, ça me fait chaud au cœur. Parce que déjà, moi, mon fils, là, il a 6 ans, puis il dit des choses que je me dis, mais d'où ça vient? Mais vraiment, les enfants, c'est pas tant ce que tu leur dis, c'est ce qu'ils voient. C'est l'exemple. Puis il dit des choses, des fois, que c'est presque philosophique, mais je dis, mais c'est parce qu'il mimique sa maman. D'accord. Et son papa. Et puis on dit, je sais pas si c'est vrai, mais on dit que le garçon, c'est toujours la version la version masculine de la maman. Mais mon fils, c'est ça, vraiment. Et c'est tellement... Et des fois, il me dit, par exemple, un petit truc qui est tellement cute. Lorsque je venais, que je quittais le Canada...
et que je quitte mon mari, je quitte ma stabilité, je pars avec des enfants. C'était vraiment un lot émotionnel très lourd à porter. On était dans la voiture, puis il m'a dit, j'étais juste stressée, puis c'était peut-être la veille de notre départ, il m'a dit, maman, tu vas voir, quand tu vas ouvrir la boutique à Djibouti, ça va être tellement beau, tu vas faire tellement d'argent. Machallah. Ça m'a tellement fait plaisir. Mais comme c'est... Après, c'est comme si te remontais en fait le moral, incroyable. Alors que, je sais pas, peut-être qu'il était capable de lire que mon énergie était low. Tout à fait. Mais il m'a dit ça, mais j'étais là, oh, merci maman. Mais ça m'a vraiment remonté le moral. Parce que je me dis, si mon petit garçon de 6 ans voit mon effort, c'est que bon, Inch'Allah, ça... Et puis Malaïk, t'as Malaïk de c'est je sais pas. Donc ça, c'est une chose. Puis, donc c'est vraiment être une maman. Ça, c'est vraiment la chose la plus belle. Et c'est quelque chose, d'un coup, on est aussi mes amis, parce qu'on est toutes dans l'âge où on est tous femmes de carrière. On est vraiment dans cette 30-35 ans où c'est vraiment le travail, puis on veut trouver cette identité. Mais je leur dis toujours, ayez au moins un enfant. Parce que vraiment, c'est juste beau, c'est magnifique. Tout ce que tu es en train de construire, plus tard, il faudra le partager. Bien sûr. Donc, et un enfant pour celles qui peuvent, évidemment. Exactement, bien sûr. Ou celles qui veulent. Oui, d'accord. Exactement. Okay. Donc, c'est ça, mais ce qui est le plus difficile, je pense, pour moi, c'est parce que sur les réseaux sociaux, avec tout ce que je fais, on me voit comme une femme de fer. C'est ça qu'on dit, une femme de fer? Oui, une femme de fer, oui. Mais je suis aussi sensible, je suis aussi une femme. Sûr. Puis notre communauté à Djibouti, lorsqu'on te voit réussir et tout, on se dit pas, oh, elle a travaillé pour ça. Elle n'a pas dormi, elle a des enfants, malgré tout ça, elle réussit. Non, les gens vont dire, oh, elle travaille, elle fait de l'argent, qu'est-ce que je peux en profiter? C'est comme si ton succès, c'est par défaut leur succès aussi. Il y a un certain niveau d'arrogance, si je peux me permettre. Comme si les choses leur sont dues. Mais ils vont pas se dire, non. Ils te voient déjà d'abord, pour certaines personnes qui sont un peu limitées d'esprit, ils vont dire, oh, elle a eu tout facilement. Parce que c'est tel. Et puis après, pour les autres personnes, ils vont dire, bah, elle a eu ça, elle est capable de le faire. Donc, pourquoi, par exemple, elle n'aide pas telle personne? Elle doit être égoïste. Oui, on a vraiment ce problème-là. Oui. Absolument. Elle doit être égoïste. Donc, vraiment, tout l'effort de la personne est réduit à être selfish. On a fait ça. Moi, tellement j'en ai marre, je dis, bien sûr. Même pas. En fait, je suis à un point de ma vie où je m'explique plus. D'accord. Parce que si une personne a déjà une idée de ta personne, ça vaut pas la peine de s'expliquer. Donc, je me dis, absolument. Une belle réponse. Ben voilà. Moi, je te demande rien, ne me casse pas la tête. Donc, c'est ça qui est difficile. D'accord. Vraiment... Pourtant, quand tu regardes tes vidéos, honnêtement, bon, évidemment, moi, je suis aussi le regard d'une femme, donc je vais pas forcément le regard de... Mais oui, mais le problème, c'est que ce sont les regards des femmes qui sont le plus durs dans notre société. Oui. C'est pas les hommes, hein, donc... Mais moi, je vois, honnêtement, évidemment, une femme affirmée, mais parce qu'elle a du bagou, parce qu'elle a travaillé pour, mais surtout aussi, des fois, tu fais transparaître beaucoup d'émotions. De vulnérabilité. Oui, de vulnérabilité. Exactement. Oui. Parce que je pense que c'est important, justement, pour montrer vraiment qu'on est humain à la fin. Et il y a beaucoup de femmes fortes à Djibouti qui vraiment misent sur, OK, non, il faut qu'on me voie de cette façon-là. Je ne vais pas montrer ma vulnérabilité parce que mais je pense qu'il faut aussi montrer ce côté humain. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé pour Asli Boutique, parce que ma communauté me suit depuis le début de Asli Boutique, avant même que ce soit des bijoux. Donc, ils voient vraiment de Al-Kega et tout ce que j'ai fait pour aujourd'hui pouvoir ouvrir une boutique. Mais oui, je montre ça, mais reste le fait que beaucoup de personnes se disent, même des fois on me dit, même des membres de la famille, on me dit, oh, toi tu as en fait tu donc donc par défaut
t'as pas besoin de voilà. Tu te suffis à toi-même et puis ça suffit. Et t'es forte. Ouais. Mais lorsque je leur parle, mais il y a des larmes qui coulent des fois parce que je me dis, toi la nuit tu dors. Moi j'ai 2 enfants que et où le papa n'est pas là. Et le papa n'est pas là. Donc il faut vraiment changer cette mentalité là parce que peut-être à Djibouti c'est souvent, c'est sûr que moi et toi on le sait, c'est pas seulement les hommes qui réussissent, mais pour notre communauté, une femme qui réussit, c'est rare de voir. Donc, mais lorsqu'un homme réussit, par défaut, on est avec. Donc, comment il traite un homme, il nous traite aussi. Alors, c'est ça le plus difficile. Rappeler aux gens que, oui, tu as travaillé dur. Et je donc, il y a pas ce côté de Naharis, en fait, qui me manque un peu du Canada, parce qu'au Canada, j'étais chez moi, dans mon cocon, puis il y avait mon mari, puis avoir aussi ton mari à côté de toi, à Djibouti, ça fait une grande différence, parce qu'il te protège. On ne vient pas te voir. Lorsqu'on veut quelque chose, c'est lui qu'on va voir. Absolument. Donc, c'est vraiment ça. Et lui, c'est pour des obligations professionnelles qu'il a dû rester. C'est ça. Puis, lui, il n'est pas djiboutien, en fait. Il est de la Grande Somalie. D'accord. Donc, lorsqu'il vient à Djibouti, il reste chez ma famille. D'accord. Puis moi, j'ai quitté mon emploi pour me lancer dans cette aventure. Donc, il faut bien que quelqu'un reste. Bien sûr, bien sûr. Et travaille. Donc c'est ça, oui. Et une femme qui te dit, par exemple, une femme à Djibouti, maintenant que tu vis ici, qu'elle ne peut pas lancer son projet parce que justement, elle est mariée, elle est maman. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre quand elle te dit ça? Ou si elle te dit ça? D'abord, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, moi, je dis toujours, cette chose que tu veux entreprendre, est-ce que tu l'aimes? D'accord. Parce que si tu ne l'aimes pas, si tu n'as pas une passion dans ça, tu vas lâcher très rapidement. Asli Boutique, c'était pas facile au début. C'est 4 ans, elle a 4 ans aujourd'hui. Mais il faut vraiment que ce soit quelque chose que tu aimes, premièrement. Si tu ouvres une entreprise parce que telle copine a ouverte et tu veux aussi copier, ça va pas aller loin. Donc, c'est vraiment aimer d'abord, avoir un amour pour ça. Et puis, lorsqu'il s'agit de l'entrepreneuriat, tu vas jamais avoir toutes les cartes sur la table. Il faut que tu te lances. Et c'est en essayant et en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, c'est ça. Je leur dis juste, lance-toi. Mais d'abord, est-ce que tu aimes ça? Parce que si tu aimes, ça va te venir naturellement. Asli Boutique, moi, j'ai un Master 2 en développement international. J'ai jamais cru que j'allais avoir une boutique. Toutes mes deux sont des chacharés. Mais j'ai toujours été une enfant studieuse. J'ai toujours été quelqu'un qui était à l'école. Donc, jamais j'étais entrepreneur créatif, non. Tout ça m'est venu parce que lorsque je me suis mariée et que j'ai trouvé un espace où j'ai pu m'exprimer, parce que ça aussi, c'est un autre truc, j'ai découvert vraiment cet aspect créatif que j'ai. Un talent dont tu n'étais absolument pas au courant. Que j'ai toujours eu en quelque sorte, mais que je n'étais vraiment pas... que je me suis jamais rendu compte de ça. Toute jeune, j'ai toujours été quelqu'un, si je trouve quelque chose, j'aime partager avec le monde. Et puis, j'ai une façon de parler qui attire. Donc, mais j'ai jamais dit, je vais avoir une chaîne YouTube ou je vais avoir un podcast. Non. J'ai toujours été une enfant studieuse. Donc, dans ma tête, c'était licence, après master, après travail. D'accord. Et puis, j'ai travaillé, Et ce qui me fait rire, en fait, à Djibouti, lorsque les gens me voient venir, lâcher tout, la plupart des gens ne savent pas ce que j'ai quitté. Ce que tu as lâché. Voilà. Ce qui t'a coûté, en plus, de lâcher. Voilà. J'ai pas quitté n'importe quel emploi. J'ai quitté un emploi au gouvernement fédéral où j'étais manager, où je faisais un très bon salaire pour vraiment vivre un rêve. Parce que, comme j'ai dit, pour moi, tout revient à l'impact. Aujourd'hui, alhamdoulilah, quand je me lève le matin, oui, mon planning est chargé, mais je me dis pas, j'ai pas envie de me lever. Ça a un sens. C'est un sens. Je me lève, je fais les choses, et vraiment, pour moi, c'est ça, vivre. On est là que pour quelques jours. Donc, ces jours-là they have to matter. Ils doivent compter. C'est ça, ils doivent compter. Et donc, ces jeunes femmes, tu leur dirais, même si vous êtes mariée et que vous êtes maman, rien ne vous empêche d'avoir un projet, mais un projet que vous aimez. Exactement. Dont vous êtes passionné pour pouvoir vous lancer. Parce qu'en fait, c'est ça qui va te permettre de te lancer. De te lancer, oui. Il faut vraiment que ce soit quelque chose que tu es passionné. Puis,
il y a beaucoup de femmes qui disent « Oh non, mais il faut que je sois présente pour mes enfants. » Mais tes enfants ont besoin d'avoir une maman qui est heureuse, une maman accomplie, une maman qui se bat pour ses choses et ses enfants. Donc, en fait, c'est pour tes enfants qu'il faut que tu commences à vivre pour toi-même. Parce qu'après, c'est qu'est-ce qui va venir? Tu vas être une maman aigrie et tu vas juste guilt trip tes enfants et dire « Non, non, chérie, non, ben, coussi. » Tes enfants, ils vont grandir, puis ils vont se marier, ils vont quitter la maison et après, qu'est-ce qui va te rester? Bah, toi. Et là, tu vas vouloir vivre. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais. Il n'est jamais trop tard. Mais ce n'est pas un sacrifice que tu fais lorsque tu commences à vivre pour toi-même. Au contraire, c'est vraiment montrer surtout à tes filles, parce que tu es le miroir de tes enfants. Lorsqu'on parle de hablaha, c'est vraiment, pour eux, c'est quelque chose qui va leur impacter beaucoup plus que Bien sûr. Ils vont te prendre, beaucoup en fait, prennent leurs parents pour acquis. Je dis, oh, hoyo. Parce qu'ils n'ont pas forcément un modèle. Voilà. Parce que, voilà, ils veulent se projeter. Ils veulent se projeter, exactement. Donc, si tu veux que ta fille aussi soit une maman au foyer, peut-être reste à la maison. Mais si tu veux une femme qui s'affirme, qui parle pour elle-même, qui ne se fait pas leurrer par le premier qui lui dit « je t'aime », bah, il faut d'abord que toi, tu commences à bouger comme ça et que tu lui montres l'exemple. Donc, et pour toi, qui a été un rôle modèle dans ta vie? Mon Dieu. Parce que c'est important, hein, ça construit des fois hein, des Je pense que je n'ai pas eu un rôle modèle. Je pense que j'en ai eu plusieurs. Mais moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est que j'ai toujours lu beaucoup de livres. Je m'évadais dans ça. D'accord. Et donc, je lisais beaucoup de livres, oui, de romances et tout, lorsqu'on est jeune. Mais lorsque j'ai grandi, je lisais vraiment plus de livres de développement personnel et time management. Et puis, sur les réseaux sociaux, en fait, les réseaux sociaux ne sont pas juste négatifs. C'est vraiment comment tu l'utilises. Bien sûr. Donc, je regardais beaucoup de femmes qui montrent vraiment qu'elles peuvent être une femme, ne pas perdre cette féminité, en même temps maman, en même temps entrepreneur. Donc, je me suis toujours dit, si elles sont capables de le faire, je peux aussi le faire. Et un exemple aussi pour moi, c'est mon père. Mon père, bon, j'aurais aimé donner un exemple féminin, mais mon père, c'est un homme, enfin, mais qui a toujours été pour l'émancipation de la femme. Nous, on est juste deux filles. D'accord. Et même lorsqu'on était au Canada, il me disait, ah bon, je t'ai pas envoyé là-bas pour que tu cuisines et nettoies. Je t'ai envoyé là-bas pour l'université. Pour étudier. Donc, focus sur ça. Donc, c'est vraiment mon père qui m'a vraiment... C'est vraiment lui mon exemple. D'accord. C'est ça. Alors maintenant, on va parler de Asli Boutique. Oui. Alors, comment Asli Boutique est née? Alors, Asli Boutique est née après YouTube, d'abord. D'accord. Alors, tu as d'abord lancé ta chaîne YouTube. Et pourquoi tu as lancé ta chaîne YouTube? Lorsque je me suis mariée, que j'ai trouvé un espace et que j'avais du temps, je me suis dit... Et puis, au début, personne ne connaissait vraiment YouTube. C'était en 2019. D'accord. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire de l'argent sur YouTube. D'accord. Donc, je voulais juste trouver un endroit où je pouvais partager mes connaissances en nutrition. D'accord. Parce que la nutrition, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée lorsque j'avais eu mon burn-out. Parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que, par exemple, j'arrête le gluten et que le gluten et le sucre, ça impactait sur mes émotions. Donc, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, OK, je dois le partager. Donc, je me suis dit YouTube, parce que tous les gens que je regardais sont sur YouTube. D'accord. Donc, je me suis dit, OK, YouTube. J'ai ouvert YouTube et j'ai ouvert officiellement YouTube en 2019, mais je l'ai changé en Somalie en 2020. D'accord. 2021. D'accord. 2 ans, c'était en anglais. OK. Et lorsque j'ai changé en Somalie, c'est là que ma chaîne a explosé. C'est incroyable, hein, la communauté somalienne. Oui, et ça, et surtout parce que je ramenais quelque chose qu'on ne voyait pas souvent. Voilà. La nutrition, oui.
Et puis moi, je venais en tant que personne qui a, donc quelqu'un qui a une connaissance sur le sujet. Tout à fait. Et puis je remettais beaucoup de choses en question. Comme je disais, si tu veux perdre du poids, c'est pas en mangeant une salade vide que tu vas perdre du poids. Là, tu vas perdre des muscles. Mais c'est en mangeant hilipka. La viande. Voilà, la viande, les protéines et tout. Et donc, c'est ça, lorsque j'ai changé ma chaîne en Afsa Mali, pour moi, c'était un challenge, parce qu'Afsa Mali, Ouadka, Djibouti, voilà. Et, mais je me suis dit, c'est pas grave. Une chose avec moi, alhamdoulilah, que mes parents et Baren, de très jeune âge, c'est je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. D'accord. Et peut-être parce que je suis née aussi avec des garçons, les on dit comment on va te voir, et ça m'a vraiment permis de vraiment ouvrir beaucoup de portes dans ma vie, Asli Boutique, ma carrière au Canada. Je me suis toujours juste lancée. Je me dis, you never know until you try it. Yeah. Puis, donc c'est ça. Après, j'ai ouvert Asli. Et Asli, au début, on vendait des chidettes bâties. Ok. On vendait même pas des bijoux. Des bijoux. Ok. Des bâtis parce que j'adore le shit là. Et puis au Canada, c'est de l'or. Shit, ici, là, qu'on achète, c'est de l'or là-bas. Donc, je prenais du tissu, je wahanoutolais d'une manière soudanaise, vraiment, vraiment jolie. Puis, j'avais déjà une communauté. One, to say, ils ont aimé. Après, j'ai ramené des abaya. Après, et tout ça, tu les vendais en ligne? En ligne. En ligne, ok. Jusqu'à récemment, c'est juste maintenant que j'ai ouvert une boutique. Et puis après, ma communauté m'ont vu porter des bijoux. Et depuis toujours, j'ai fait les bijoux pour moi-même parce que j'ai une peau extrêmement sensible et je ne peux pas m'acheter d'hab tout le temps. Donc, je me suis toujours fait des bijoux personnalisés. Donc, lorsque j'ai commencé les bijoux, j'ai commencé avec Escofelan, le collier que je porte. Je l'ai adoré. Oui. Dès que je l'ai vu dans ta boutique, j'ai dit, ça, c'est moi, ça. Oui, c'est le premier collier. Parce que je voulais toujours ramener le développement personnel, l'encouragement, l'estime de soi dans ce que je vends. Toujours vraiment faire en sorte que les choses vont ensemble. Et donc, Escofelan, je le portais moi-même. D'accord. Après, on m'a dit, oh, c'est le de c'était. Je dis, ah, Samaya, t'es ok. J'ai lancé Escofelan. Après, j'ai lancé Nagnol. Nagnol, ok. Nagnol. Parce que toutes les petites filles au Canada aiment ce terme, Nagnol. Bokorot, Kali, Karti. Et puis voilà. Donc, ça, c'est ma première. Donc, c'était ta première collection. Ma première collection. D'accord. C'était D'accord. Et c'était surtout pour les jeunes filles, parce que aussi cette identité-là, somalienne qu'on a, ou l'identité, peu importe ce qu'elle est, il faut la maintenir. Et lorsqu'on est d'Ibadaha, tout le monde recherche ça. Bien sûr. Donc, au lieu que les jeunes filles portent Queen ou je sais pas quoi, je les ramenais sous notre langue. Donc, les mamans ont aimé, elles ont acheté pour leurs filles. Et puis, ça a vraiment commencé comme ça. Puis après, j'ai ramené des bagues. Et puis, Alors, quand tu ramènes des bagues, et il faut juste expliquer un petit peu pour que les auditeurs et auditrices comprennent, c'est quand même toi qui les dessines. Oui. Tu les dessines, tu les crées. Enfin, c'est un atelier qui les crée, évidemment, mais c'est toi qui les dessines. Donc, la production du début jusqu'à la fin, c'est moi. D'accord. Donc, par exemple, Escofelan, oui, c'est un collier plaqué or 18 carats, mais c'est pas n'importe quel collier. Des plaqués or, tu vas en voir sur le marché. D'accord. Mais il y a différents types d'acier inoxydable. OK. Donc, celui que j'utilise, c'est celui qu'on utilise, par exemple, lorsqu'on fait des chirurgies. D'accord. Donc, ça, c'est important. L'autre chose, c'est important par rapport au fait que c'est bon pour la peau. Enfin, je veux dire, hypoallergénique. Voilà, hypoallergénique. Et puis, ça va pas changer de couleur. Ça, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est ça, parce qu'on veut quelque chose qu'on peut porter durable, tout le temps comme l'or. Et donc, ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est, oui, c'est plaqué or, mais c'est plaqué or 5%. Donc, la manufacture, pour que ça reste. D'accord. Donc, c'est pas juste une couche, c'est 3 couches. D'accord. Et c'est 5% or. Donc, tout ça, c'est quelque chose que j'ai dû mettre en place pour faire en sorte que ça soit durable. Et parce que pour moi, mon image est beaucoup plus importante que ce que je vais vendre. Je ne veux pas vendre des pacotis, puis après, on va dire, oh, you know? Donc, pour moi, c'est pas l'argent, c'est vraiment la qualité. Et la durabilité. La durabilité, exactement. Donc, c'est comme ça que les bijoux ont commencé. L'aventure des bijoux. Puis après, il y a certains designs comme le Van Cleef que je porte qui est inspired, donc c'est inspiré de marques qui existent.
Mais quand même, les designs, comment c'est fait, le pourcentage d'or, tout ça, c'est moi. Oui, et puis c'est plus épais aussi. Oui, c'est plus épais. Et puis même la lourdeur, tout ça, vraiment, je fais en sorte que ce soit parfait. Donc, un design, par exemple, je vais le porter pendant 3 mois avant de le commercialiser. D'accord. C'est ça. Et quand est-ce que tu t'es dit, OK, khalas, là, c'est réel, c'est une marque? Je pense que je le savais depuis un moment. Depuis un moment. Et le crédit, je vais donner en fait tout le bénéfice à mon mari, pour être honnête avec vous, avec toi. D'accord. Parce que c'est lui qui m'a poussée à lancer Asli Boutique. Parce que moi, comme je dis, j'ai jamais cru que j'allais faire... et même si je fais un business, ce serait un business service. Donc, lorsque je fais le coaching, c'est mon énergie. C'est pas, j'investis pas en quelque chose et il n'y a pas vraiment de customer service que je dois faire. Parce que une chose avec moi, travailler avec moi, ça peut être difficile si tu n'es pas ferme aussi. Donc, il m'a poussée parce que je faisais déjà des publicités pour des compagnies, vu que je suis influenceuse. Et puis, il a vu comment je ramenais de l'argent à d'autres entreprises. Donc, il m'a dit, lance ton truc. Ça va être ton bébé. Tu vas faire en sorte que ce que tu advertises, c'est vraiment quelque chose de qualité parce que c'est dans ton contrôle. Et puis, il m'a lancé. Puis, je me suis lancée. Et puis par la suite, c'est vraiment devenu une belle histoire. Asli Boutique, c'est vraiment... Je dis, j'ai 2 enfants, mais je dis c'est mon 2e enfant parce que je l'ai eu après mon fils. Après ton premier. Voilà. D'accord. Et puis, je l'ai appelé... J'ai pris le nom Asli parce que... En fait, je connais personne qui s'appelle Asli. Beaucoup de gens, lorsque je marche, on m'appelle Asli parce que... Et ça me fait chaud au cœur parce que tu connais mes bijoux plus que moi-même. C'est bien, ça. Mais je connais personne. Il y en a pas de Asli. Oui, à Djibouti. Ouais. Oui. Moi, maintenant, je connais 2. Voilà. Mais au Canada, il y a une Asli aussi à Montréal, je crois. Ouais. Oui. Personnellement, parce que les gens, normalement, leur entreprise, c'est soit leur nom ou quelqu'un qui connaissent. Mais moi, c'est vraiment parce que j'ai toujours aimé Asli et Asia. Et Asia, OK. Et puis, je me suis dit, bon, si j'ai une fille, ma fille, elle s'appelle pas Asia parce que c'était le tour de mon mari de choisir. D'accord. Mais je voulais garder Asia pour ça. D'accord. Donc, Asli, et puis je me dis, ça fait du sens. Asli, c'est authentique. Unique. Ouais. Donc, c'était parfait. Ouais. Et puis, mais c'est vraiment mon mari, c'est lui qui m'a poussée. D'accord. Et au début, il m'a dit, c'est moi qui vais m'occuper de service à la clientèle. Mais la perfectionniste que je suis, c'est moi qui fais ça aussi. OK. Ouais. Mais c'est vraiment mon entreprise. Et puis voilà, maintenant, c'est vraiment une belle histoire. Et Alors, tu l'as lancé d'abord en ligne, comme on a dit, pendant 3 ans, 4 ans 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et donc, c'était que les bijoux. Au début, évidemment, c'était d'autres produits, mais à un moment donné, c'était devenu que des bijoux. Que des bijoux. D'accord. Ouais. Et quand est-ce que tu t'es dit, c'est compliqué? C'est devenu difficile lorsque, d'abord, lorsque j'ai eu ma petite fille. Deuxième. Et que d'abord, j'étais postpartum et que je recevais des commandes et que ces commandes-là, normalement, c'est la nuit que je les prépare. J'avais pas encore d'employé pour moi. Donc, je faisais tout. Tout toute seule. Tout toute seule. Donc, à 3 heures du matin, je suis réveillée, je viens d'accoucher, je suis en train d'emballer des commandes. Là, la santé mentale... Ça prend un coup. C'est ça. Et puis, mon mari, il est toujours là pour m'aider, mais encore là, je suis une perfectionniste. Donc, je voulais vraiment que même je sais pas si tes auditeurs ont déjà commandé de Asli Boutique, lorsque tu ouvres ton packaging, c'est pas juste quelque chose que je mets dedans. Ah non, le packaging est très joli. Oui. Très joli. Donc, je fais vraiment en sorte que lorsque tu ouvres, c'est toute une expérience pour que ça te reste. Et c'est pas pour rien que j'ai choisi le noir sur blanc parce que c'est une couleur qui reste. Donc, j'aimais pas comment il faisait. D'accord. Donc, je me suis dit, OK, c'est moi qui dois faire ça. Puis, par la suite, alhamdoulilah, la marque a grandi, qui a fait en sorte que j'ai pu engager ma cousine qui m'aidait. Et puis, elle faisait l'emballage pour moi. Et puis, mais je me suis toujours dit que si un jour j'ouvre une boutique, ce sera à Djibouti. D'accord. Depuis le début, je disais ça parce que mon plan, I was always planning to come back. Tu t'es toujours dit que tu allais rentrer au pays. J'allais rentrer au pays, puis ouvrir une boutique
Au Canada, non merci. Non. Mais à Djibouti, surtout que lorsque je venais à Djibouti, mais les gens venaient pour les bijoux, puis ils disaient... Tout le monde me parle de Tedros. Ça m'a pris du temps pour savoir c'était quoi ou qui Tedros. Tu sais, c'est qui? Tedros le chanteur? Non. Ou l'athlète? Non. Ah. C'était, en fait, c'est un vieux monsieur éthiopien qui vendait les plaqués or à Djibouti. Ah non, quand j'étais jeune. Pas, et donc, lorsque je faisais l'exposition au Bewadi Mall, on me disait toujours, est-ce que c'est Tedros? Moi, je me disais, est-ce que c'est un genre de matériel, Tedros? Je ne comprenais pas. Parce que Tedros, c'est un prénom, c'est un prénom. Un chanteur, athlète, hein. éthiopien. Voilà. Éthiopien, ouais. Mais c'est le monsieur, en fait, qui s'appelle Tedros. Donc, de ma Tedros. Et puis, donc, lorsque j'ai ramené ça, c'est depuis Tedros, en fait, personne n'avait ramené ça. Et puis moi, bon, je veux pas non plus me brag, mais Tedros, c'est pas la même qualité que moi. Moi, des fois, je suis un peu offended. Non, mais ça a évolué aussi. Hein. Ça a évolué. On parle d'un ancien temps. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on demandait à Djibouti. Donc, c'était parfait. Absolument. Et c'est là que j'ai vraiment tout mis de côté, une carrière, une maison, un foyer, pour venir à Djibouti avec mes 2 enfants parce que c'est ma chair. Je peux pas les... Si j'étais intelligente, j'allais les laisser avec leur papa. Parce qu'ils ont une routine là-bas. Mais ça aurait été difficile pour ta santé mentale. Exactement. Je savais que ça allait être difficile, mais il fallait que je les garde avec moi. Et donc, je suis venue à Djibouti. J'ai mis toutes mes économies dans l'ouverture de ma boutique. Et alhamdoulilah, cette boutique, vraiment, la raison pourquoi j'étais émotionnelle à l'ouverture, c'est parce que lorsque tu cours et tu travailles, tu te rends pas compte, en fait, de ce qui se passe autour de toi. Et c'est lorsque je faisais le speech et que j'ai parlé en anglais et que je me suis dit, this is my baby, que je me suis rendu compte, mon Dieu, mais c'est là. Qu'est-ce que j'ai achieve, voilà. Qu'est-ce que j'ai parcouru. C'est le logo que j'ai fait moi-même, il est derrière moi. Puis, vraiment, c'était... Pendant une semaine, je pleurais. Même parce que le lendemain, je faisais une formation, une FD de jeunes filles. Puis, même pendant la formation, j'ai fondu en larmes parce qu'on parlait de l'entrepreneuriat. Puis, elles étaient émues aussi. Et puis, après une semaine, elles sont toutes venues à la boutique juste pour voir ce que j'avais. Mais j'étais émue pendant une semaine. Parce que petit à petit, je me rendais compte que ce que j'ai travaillé pour, ce que tu as fait et que c'est là. C'est ça. De tout ce que tu as traversé. Et là, quand tu me dis que tu étais à l'UNFD justement pour former des jeunes filles, et donc tu leur parles de l'entrepreneuriat, mais évidemment, souvent, des fois, on embellit l'entrepreneuriat parce que c'est très compliqué quand même. C'est dur, il y a un investissement personnel incroyable, d'où justement les émotions ensuite. Mais qu'est-ce que tu leur dis précisément pour qu'elles aient tout le mindset. Non, au-delà du mindset, mais la vision, parce que elles doivent comprendre de A à Z sans avoir à se dire je veux être entrepreneur, gagner des millions, c'est pas ça. Je veux être entrepreneur parce que je veux être autonome et indépendante et pas avoir de patron. Souvent les gens disent ça aussi. Exactement. Donc quel mot tu choisis en fait pour expliquer l'entrepreneuriat et pour les inciter à aller dans cette voie-là? D'abord, la formation que je fais c'est une formation compte tenu de ces 3 différents sujets dont on parle, mais on n'a pas encore abordé l'entrepreneuriat. Mais éventuellement, c'est ça qu'on va clôturer la formation avec, parce qu'en fait, c'est des jeunes filles, une FD, elles font une formation pour devenir coiffeuse ou cuisinière. Donc, moi, je un peu la formation pour pouvoir, après avoir appris ces techniques de coiffure, qu'est-ce que tu vas faire après? Donc, c'est vraiment les préparer à ça. Donc, la première formation, c'est comment surmonter l'adversité. Donc, c'est plus développement personnel, c'est mindset. Donc, on parle de vraiment comment faire en sorte de faire face aux différentes difficultés de la vie, un peu de ce dont on a parlé. Et puis, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, c'est facile. Déjà, c'est facile avec elles parce qu'elles sont là, parce qu'elles sont toutes passionnées. Elles ont déjà la passion pour ce qu'elles veulent entreprendre. Donc, c'est plus facile avec eux. Avec elles, je ne parle pas tant d'être passionnées ou pas. Elles sont là parce qu'elles sont passionnées par la coiffure ou la cuisine. Mais ce que je leur dis toujours, c'est la même chose. La première chose, c'est oser. Parce que beaucoup de gens ont du talent, mais on ne les connaît pas parce qu'ils n'osent pas. Tu n'as pas besoin d'avoir du talent pour une chose spécifique pour réussir. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui osent.
Donc, ose, déjà, ose. Et puis, ne te dis pas, oh, j'attends d'avoir ça, ça, ça. Tu n'auras jamais tout. Et tu vas vraiment apprendre des vraies leçons lorsque tu vas oser. Et puis, je leur dis toujours, la vie, c'est l'inverse de l'école. À l'école, on t'apprend d'abord la leçon, après, on te fait passer le test. Mais, la vie, si elle fait les choses à l'inverse, on t'apprend d'abord la leçon. Ouais. Non, le test. Le test. Ouais. On te met d'abord dans le test, puis on s'attend à ce que tu apprennes une leçon de ça. Absolument. Donc, je leur dis, il faut vraiment se pousser, puis juste oser et mettre de côté vraiment tous les, on va dire, parce qu'à Djibouti, c'est ça qui est très présent. Oh, mais qu'est-ce qu'on va dire? Oh, les gens, qu'est-ce que les gens vont dire de l'apparence. Voilà, l'apparence. C'est compliqué, Et je leur dis aussi d'être très conscient de leur cercle social. Parce que vaut mieux être seul que mal accompagné. Surtout si tu as des projets entrepreneuriaux et que ton ami d'enfance te dit, mais tu te penses pour qui, toi? Tu penses que... qui te démotive. Exactement. Et puis l'autre chose qui est encore plus powerful, d'abord. Commence par toi-même. Convainc-toi toi-même. Convainc-toi toi-même. Et puis, c'est pas tout le monde qui naît dans une famille qui est positive. Et tu ne choisis pas ta famille. Bien sûr. Mais à cet âge-là, il faut plus être dans ce victim mindset et dire « Oh, mais j'ai pas grandi dans ça. » Non. You have to reframe yourself. Donc, c'est toi qui dois te changer. Et puis, je dis toujours, faites les choses simples, hein. Devant le miroir le matin, faites de l'affirmation. Ouais. Déjà, si tu dis, oh, je suis moche, déjà toi-même. Ça démarre mal. Ça démarre mal. Donc, tu dis, tu es belle, tu es capable, nana. Afkana, en fait, ce qui sort de ta bouche, c'est tellement powerful. Ouais. Parce que c'est ce que tu te convaincs et le corps suit. L'action suit. Et je parle souvent de la thérapie comportementale et cognitive. Parce que je leur dis de l'importance de ton mouvement, de ta routine sur ta façon de penser. Et comment ta façon de penser impacte sur ta routine, les deux sont interliés. Tu dois faire en sorte d'avoir une approche holistique surtout. Donc, et tu leur partages à ce moment-là de ce que toi, tu as vécu? Oui. Ouais. La plupart d'entre elles me connaissent déjà sur les réseaux, donc elles connaissent un peu mon histoire. Mais je leur dis, il n'y a rien qui va te venir, il n'y a rien qui vaut la peine d'avoir qui te vient facilement. Il faut le mériter, en fait. Et puis, il faut le mériter. Si tu crois que tu vas commencer un projet que je suis là pour te dire que ce n'est pas le cas. D'accord. Donc, c'est ça. Alors, pour Asli Boutique, j'imagine que toute ta communauté t'a quand même suivi et supported, t'a encouragé. J'imagine ça a été... Oui. Et là, tu l'as donc officiellement ouvert à Djibouti. Oui. Quelle date? Le 4 février. Le 4 février, donc récemment. Et donc, la boutique, moi, j'ai eu la chance d'aller visiter ta boutique, très chic. Oui. J'ai trouvé ça très chic. Les couleurs, évidemment, ça change les choses, mais même tout... Et c'est ce que je disais à ma sœur également. Je lui disais, voilà, c'est ce qui manquait à Djibouti. À Djibouti, il n'y a pas un endroit où tu trouves quelque chose de beau, un bijou beau, et accessible au niveau financier. Vraiment, parce que là, honnêtement, les jeunes filles, elles vont s'éclater en allant là-bas et s'acheter tes bijoux. Donc, la boutique, elle est à Dolto, en face de Dolto. En face de l'école Dolto, c'est chez moi, là où je suis née, j'ai grandi. J'ai juste... Parce qu'il fallait que je sois intelligente économiquement parlée aussi. Donc, c'est chez moi. Et puis aussi, j'imagine, ça a un sens pour toi. Oui, bien sûr. De le faire chez toi. Oui, chez moi. Ouais. Puis c'est quand même bien localisé. Très bien localisé. Devant l'école d'Olto. Beaucoup de mamans qui, justement, mes customers, mes clientes. Voilà. Et puis elles passent, elles voient. Puis j'ai fait en sorte de mettre une grande vitrine. Donc, de dehors, quand tu passes, tu vois la boutique. Mais j'ai vraiment, vraiment fait en sorte que ce soit plaisant à l'œil et puis que les bijoux soient mis en avant. Donc, c'est pour ça que les couleurs sont neutres. C'est blanc, noir. Puis, c'est les couleurs de mon logo aussi. Parce que je veux qu'on voit les bijoux avant tout. Mais c'est une nouvelle aventure. Puis, voilà, et alhamdoulilah, maintenant, je me dis, bon, le plus grand du travail est fait. Maintenant, c'est juste commencer à faire rouler la machine. Parce qu'on est déjà présent à l'international. Maintenant, c'est vraiment...
avoir une certaine notoriété à Djibouti dans ça parce qu'il me manquait, Inch'Allah. Tu l'auras. Donc, c'est ça. C'est une belle aventure jusqu'à là. Et le design, parce qu'on a suivi ton vlog, hein, pour ceux qui ne sont pas allés voir, allez le voir. Elle a toute une vidéo où on montre les progrès des travaux. C'est toi qui as fait le design aussi de la boutique, l'emplacement, puis dès que je suis rentrée, j'avais ma vision et je savais ce que je voulais. Puis après, j'ai travaillé avec un contracteur yéménite. D'accord. Qui connaît déjà un peu l'hôtelier, donc il a déjà participé dans la création de beaucoup d'hôtels à Djibouti. Ça m'a un peu coûté quelque chose, mais pour moi, un travail bien fait, c'est ce qui est plus important qu'autre chose. Je voulais pas faire un truc rapide parce que c'est des bijoux que je vends. Donc, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui est beau à l'œil, que lorsqu'un quelqu'un vient, une personne vient pour acheter, déjà, elle est dans d'une ambiance, d'une bijouterie. D'accord. Donc, mais le design, c'est moi qui l'ai fait. C'est toi. Puis, la plupart des gens qui me connaissent, qui me suivent sur les réseaux, ça ressemble un peu à chez moi au Canada. OK. Oui. Donc, pas le noir autant, mais j'ai toujours aimé les couleurs, le blanc. Le blanc. Donc, chez moi, c'est blanc sur blanc, parce que la maison au Canada aussi, on l'a construit. D'accord. Donc, tout est blanc parce que j'aime pouvoir jouer avec les couleurs de la saison. Parce qu'on a les 4 saisons au Canada, donc quand c'est l'automne, je mets des petits coussins ici et là. D'accord. Donc, c'est ça. OK. Et est-ce que tu penses que ce projet va un petit peu se développer même dans la région, pourquoi pas dans la Grande Somalie déjà, de là où ton père, ma communauté, ton mari, pardon. Oui, mon mari. Ma plus grande communauté est somalienne. Et puis ils disent Bah oui, j'imagine. Inch'Allah. Mais petit à petit, Inch'Allah, c'est le but. Je pense que mon projet futur, ce sera, d'ouvrir une autre boutique. D'accord. Mais pour l'instant, j'envisage le Canada. Parce que c'est aussi chez moi. Oui, c'est parce que j'ai une communauté là-bas aussi. Et beaucoup de mamans veulent voir les bijoux avant d'acheter. D'accord. Donc, ça, c'est peut-être le Canada, peut-être à Djibouti, une autre boutique, on ne sait pas. Inch'Allah. Il a un enfant d'ailleurs. Et quand une cliente, elle porte tes bijoux, comme moi aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle ressente? Déjà, qu'elle se sente belle. D'accord. C'est vraiment le but. Parce que là, j'ai les boucles d'oreilles quand même, le collier. Oui. Évidemment, je me sens particulièrement bien aujourd'hui. Oui, c'est vraiment le but pour moi. C'est parce que c'est aussi une des formations que je fais, c'est l'image de soi-même. L'image, je parle pas tant de à quoi tu ressembles, mais c'est vraiment ce que tu ressens. Oui, ce que tu ressens. Parce que les deux vont ensemble. Si tu veux parler d'une certaine manière, agir d'une certaine manière, il faut que tu te sentes belle. Et puis, il faut garder aussi cette féminité. Parce que lorsqu'on devient une femme de carrière, il y a cet aspect masculin qui rentre par défaut parce qu'on fait face à des hommes. Donc, il faut toujours garder ce côté féminin. Et c'est vraiment pour se sentir belle. Des fois, moi, ce qui me fait plaisir, c'est lorsque je vois une cliente porter mes bijoux. De prime abord, je vois et puis je dis, c'est joli. C'est vraiment mon premier réflexe. C'est joli. Après, je me rends compte que c'est un de mes bijoux. Donc, ça me fait plus chaud au cœur. Je dis, mon Dieu, mais c'est Asli. Et c'est pour ça aussi que lorsque les gens m'appellent Asli, je les corrige plus. Oui. Je dis, pour moi, c'est une fierté. Oui, bien sûr. Parce que tu connais la marque Asli avant moi. Déjà, c'est déjà ça. Donc, c'est ça. ça. Justement, Asli, est-ce que c'est juste une marque ou est-ce que c'est un projet beaucoup plus large qui touche à l'estime de soi ou prendre soin de soi? Ouais. Je pense que pour moi, Asli, c'est vraiment ce qui découle de ma personne. C'est bien plus qu'une marque. C'est pour ça que je dis que c'est mon bébé. Et c'est pour ça que ma première ligne, c'est vraiment des... Je veux vraiment que ça ait un sens, plus que ce soit juste plastique puis joli à l'œil. Et donc oui, bien sûr, je veux que c'est un projet. Éventuellement, déjà dans la boutique, maintenant, on vend beaucoup plus que des bijoux. On a aussi des produits de santé. On vend du sucre qui est non calorique. Et puis, donc, c'est vraiment juste, je veux que éventuellement, Inch'Allah, que ce soit une marque qui est une marque de référence pour les femmes qui veulent juste s'aimer soi-même et prendre soin de soi-même. D'accord. C'est vraiment ça, l'essence même de Asli. Et puis même mon logo, oui, c'est écrit Asli, mais le slogan, c'est « Be you unconditionally ». Donc,
vraiment se découvrir toi-même. Et tu n'auras jamais une version de toi-même. Même ta version va évoluer avec l'âge, avec les circonstances et tout. Puis ça, c'est quelque chose que, parce que je suis née avec beaucoup de garçons, je pense que j'ai toujours cherché sisterhood, l'amour, avoir vraiment une communauté de femmes qui se soutiennent, qui se sentent belles, qui ne sont pas en concurrence avec l'une et l'autre, parce que ça existe. Bien sûr. Donc, c'est vraiment ça. Asli, pour moi, c'est pour ça que je dis c'est mon bébé. C'est vraiment une expression de ma personne, mais d'une façon qui est esthétique. D'accord. Donc, c'est ça. Et quand tu reviens un peu en arrière et tu vois la Nastia Hod il y a quelques années, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette jeune fille? Tu veux que je sois émotionnelle? On va garder les larmes aujourd'hui pour plus tard. Mais c'est une question que j'aime aussi poser lorsque je fais des entrevues. C'est qu'est-ce que tu dirais à ta version plus jeune à toi? Donc, si je pouvais me parler il y a 10 ans de ça, bah d'abord, une chose que je me dirais moi-même, c'est tout ira bien. Et ça, c'est pas pour rentrer plus en détail, mais tout ira bien. Ça, c'est une chose. Puis, mon Dieu, des fois, c'est pour ça que je dis Dieu fait les choses d'une certaine manière, parce que si il y a 10 ans, je savais où je serais aujourd'hui, eh bien, je n'aurais jamais vraiment vécu ces moments difficiles, mais vraiment à 100%, parce que dans 10 ans, tu iras mieux, tu vois. Absolument. Mais Dieu fait les choses de cette façon pour que vraiment ça nous reste. Donc, il y a 10 ans de ça, je me dirais tout ira mieux. Il y a 5 years ago, je me dirais que tout ce que je fais, c'est pas pour rien. Parce que beaucoup m'ont critiqué lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube. On me dit, mais qu'est-ce que YouTube? Tu as une belle carrière. Qu'est-ce que tu viens faire sur YouTube? Et puis, c'est moi qui me suis appris tout, le editing. J'avais un vieux MacBook qui me prenait toute une journée pour éditer une petite vidéo de 30 minutes. Mais vraiment, j'avais une vision claire. Et ma vision, c'est bien sûr pas aussi clair que... Enfin, j'allais pas me dire, oh, tu auras ça. Oui, bien sûr. Non, c'était juste... This is what I want. Et puis, ce que je veux, c'est vraiment vivre une vie qui a du sens. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, je pense que je suis là parce que... Et aussi, il y a aussi un sens de responsabilité qui vient avec ton image. Donc, je fais en sorte de faire attention à ce que je dis parce que ce que je dis va impacter certaines jeunes filles qui me regardent. Absolument. Donc, j'ai ce sens de responsabilité aussi que je peux pas mettre de côté et dire « Oh non, ma vie, c'est ma vie ». Non, ma vie maintenant, elle est aux yeux de tout le monde. Donc, mon impact, je dois vraiment faire en sorte que ce soit un impact qui soit positif. Parce que c'est mon but. Alors, je fais attention à tout ça. Puis, en faisant attention à tout ça, en même temps, je me réaffirme aussi, je corrige mon image mon image à moi-même. Donc, ce que je m'aurais dit, c'est vraiment ça, que ce que je fais, je le fais pas pour rien, que l'aventure continue de toute façon. Mais c'est ça, de croire en moi-même. Mais alhamdoulilah, une chose avec moi, c'est que vraiment, alhamdoulilah, ça c'est une chose que je remercie mes parents, je m'en fous un peu de ce que les gens... Ouais. Donc, en fait, les critiques que tu subissais quand tu as lancé ta chaîne YouTube ne te perturbaient pas. Parce que j'ai toujours été ferme. D'accord. Et j'étais toujours madahadek sur ça. Quand je veux quelque chose, je le veux. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Voilà, très têtue sur ça. Vraiment, une enfant que j'ai jamais causé de problème à mes parents, mais mes parents savent que quand elle dit qu'elle va faire quelque chose et ce qu'elle sort, on peut pas l'arrêter. Et mon mari le sait aussi. Ouais, donc, ça, c'est une chose alhamdoulilah, qui m'a beaucoup aidée. Mais vraiment, c'est aussi une chose que je dis aux jeunes filles aussi. Si tu veux quelque chose et que cette chose ne va pas nuire à d'autres personnes, fais-le. Parce qu'il n'y a rien de pire que le regret. Tout à fait. Puis, il y a une amie à moi avec qui j'ai commencé YouTube à l'époque. Maintenant, lorsqu'on se voit, elle a lâché. Lorsqu'on se voit, elle me dit toujours, Nastaha, si j'avais continué avec toi à l'époque, peut-être que j'aurais autant d'abonnés, mais je me dis, c'est ça. C'est les regrets que je déteste. D'accord. Donc, c'est pour ça. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que tu as des peurs?
aujourd'hui? J'imagine que les peurs aussi évoluent. Oui. Et avec le temps, avec la carrière que tu as eue ou le parcours. Mais est-ce que tu en as d'autres là? Vraiment, pour aujourd'hui, si je peux parler de peur, c'est vraiment par rapport à mes enfants. D'accord. Parce que je les ai retirés d'un milieu qui était stable, qu'ils connaissent, loin de leur père. Et je me sens vraiment responsable. Et des fois, il y a le mom guilt qu'on appelle. Récemment, je suis partie en mission au Koweït. D'accord. J'étais là-bas pendant 2 jours, mais je pouvais même pas vraiment en profiter parce que je me disais, mes enfants sont pas là. Donc, et puis, c'était la première deux nuits mais que j'ai dormi. D'accord. Parce que tu n'as pas ça lorsque tu as un bébé dans Bien tes bras sûr. et on partage tous une chambre. Donc, c'est vraiment mes enfants à vraiment faire en sorte qu'ils ont une belle vie à Djibouti et qu'ils soient heureux. C'est vraiment mes enfants. Moi, les risques que je prends, je les assume. D'accord. Et c'est ce que je dis aussi aux gens. Il faut pas, en fait, j'aime pas les gens qui se plaignent beaucoup sans pour autant agir sur cette chose qui se plaignent pour. Un exemple typique, c'est beaucoup de jeunes filles que je vois qui disent « Oh, je me sens grosse, nanana. » Ok, qu'est-ce que tu fais pour perdre du poids? Parce que ça te sert à rien de te plaindre. Donc, moi, mes décisions, je les assume. Mais alhamdoulilah, quand j'ai décidé de quitter ma carrière et venir à Djibouti, c'était pas du jour au lendemain. C'est quelque chose dont je réfléchis pendant peut-être 5 ans maintenant. D'accord. Mais c'est ça. Ma peur, c'est vraiment mes enfants et faire en sorte qu'ils soient heureux dans un environnement qui est propice à leur développement, etc. D'accord. Mais sinon, le reste, non. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, ta réussite, tu souhaiterais la dédier à quelqu'un? Si je pourrais la dédier à quelqu'un, je pense que je la dédierais à plusieurs personnes. Pas à une personne. D'abord à mes parents, parce qu'ils ont fait en sorte de me donner les outils pour pouvoir toujours me pousser à bout et plus loin et ne jamais rester sur ma zone de confort. Donc ça, je le donne à mes parents, à mon mari, parce qu'il était mon number one fan depuis le début. Et d'ailleurs, même Naz Ahmed, ça vient de lui. D'accord. Et c'est lui qui a donné le nom Naz Ahmed. D'accord. Donc, ma marque. C'est ta marque. Et Asli, c'est lui. Donc, Asli aussi, c'est lui, hein, oui. Asli, oui, parce qu'on a commencé ensemble. Mais le nom, vraiment, c'est lui qui a dit Asli, c'est très joli. Donc, à lui, c'est vraiment mon number one fan, celui qui m'écoute. Même si des fois, il ne comprend pas, parce que je suis une femme, c'est juste une femme qui peut comprendre une femme. Mais lui, c'est mon number fan. Donc, lui, oui, je lui donne vraiment le plus grand du crédit lorsqu'il s'agit de Asli Boutique et YouTube et tout ça. D'accord. Même s'il est un homme très réservé, parce que jusqu'à ce jour, on ne l'a jamais vu dans mes vidéos, il m'a toujours poussée à vraiment juste faire ce que je veux pour être heureuse. Et c'est un choix de ne pas le mettre dans les vidéos? C'est son choix. C'est son choix. C'est son choix. Et au début, ça m'énervait un peu. Mais maintenant, je suis contente parce que c'est pas le couple, c'est vraiment Naz Ahmed. C'est vraiment ma marque. Donc, alhamdoulilah, finalement, comme quoi Dieu fait les choses d'une belle façon. Et puis, ma vie privée, c'est ma vie privée de toute façon. Et c'est juste que je sais que si on était venu en couple, aujourd'hui, peut-être j'aurais eu des millions d'abonnés parce que les gens aiment les couples. D'accord. Les gens aiment les familles. Les gens, en fait, c'est vraiment quelque chose de naturel. Quand on voit ça sur les réseaux. Exactement. Ouais, donc là, c'est vraiment ma communauté. Donc, à lui, je lui donne ça. Et puis, à ma communauté. Bien sûr. Parce que après certaines années, lorsque tu réussis, tu ressors du lot, beaucoup de gens autour de toi, malheureusement, ne vont pas te soutenir comme tu voudrais qu'on te soutienne. Vraiment, maintenant, ça me fait plus rien du tout, mais il y a beaucoup de gens avec qui j'ai grandi ou qui me connaissent de très jeune, même des tantes, des membres de la famille qui ne m'ont pas soutenue ou qui ne sont pas heureux pour moi. Et au début, ça me brisait le cœur, mais maintenant, je me dis, it is what it is. D'accord.
Mais ma communauté, malgré le fait qu'elle ne me connaît pas, elle est toujours là pour me soutenir. C'est incroyable. C'est incroyable. Surtout ma communauté sur YouTube. Et subhanallah, voilà, des fois quand je regarde les commentaires, et puis c'est parce que ce que je ramène a du khair. Donc lorsque je vois les commentaires, par exemple l'ouverture de la boutique, oh mon Dieu, mais il y a des gens qui ont pleuré avec moi, les commentaires comme là, c'est des gens qu'on ne se connaît pas. Mais qui sont là à me soutenir, à me pousser et à m'encourager. Donc, c'est ma communauté vraiment parce qu'elle me soutient. Puis, elle était avec moi lorsque j'ai accouché de mon petit garçon, de ma petite fille. Donc, vraiment, c'est vraiment ma famille. Surtout YouTube. Puis, les commentaires sont juste tellement beaux parce que les gens ont vu Dada Al-Kega. Et I am grateful pour ça parce que... Reconnaissante parce que aujourd'hui, personne ne va dire que Asli, c'est venu d'un financement. Oui, non. Absolument. Voilà. Donc, les gens savent que j'ai commencé avec $100. Donc, l'histoire est là pour tout le monde, mais vraiment ma communauté. Donc, ils me poussent vraiment à faire en sorte que tout ce que je fais maintenant, c'est que ce soit les vidéos de motivation, que ce soit lifestyle, c'est pas seulement pour montrer ma vie, c'est vraiment quelque chose qui va les... c'est vraiment qui va leur servir, en fait. Ouais, d'accord. Donc, et puis c'est ça, c'est vraiment, c'est ma communauté, vraiment. Et est-ce que cette communauté, ou disons ta présence sur les réseaux sociaux et ta visibilité, des fois, c'était un petit peu trop lourd pour toi? Ou ça ne t'a jamais... Non. Non, d'accord. Non, c'est bizarre à dire, mais non, parce que je sais que les gens qui viennent me regarder, c'est des gens déjà qui veulent quelque chose de bien pour eux-mêmes. D'accord. Je viens pas sur les réseaux pour faire des pranks ou... C'est vraiment, je viens pour quelque chose de positif. Et les gens qui me regardent déjà, leur mentalité est déjà là. D'accord. Alors, ma communauté, c'est des gens qui sont... Donc, c'est déjà ça. D'accord. Donc, ça n'a jamais été vraiment, ça m'a jamais fait peur, ça m'a pas inquiété parce que encore là, moi, vraiment, je m'en fous. D'accord. Donc, puisque je montre, c'est bien sûr filtré dans le sens que je montre pas ma vie personnelle. C'est vraiment quelque chose dont ils vont profiter sur le long terme. C'est pour ça que je me sens pas mal lorsque je partage mes vidéos. Et puis, j'ai compris très rapidement que parce qu'au début, lorsque je faisais mes vidéos, je parlais de la nutrition, mais d'une façon scientifique. Donc, je m'assoyais, je me disais, oh, pas manger ça parce que ton insuline, personne n'est intéressé par ça. Donc, il faut rejoindre ta communauté là où ils sont. Les gens aiment voir. Alors, j'ai changé ça en what I eat in a day. Aujourd'hui, tu les as mis en pratique. Voilà. Enfin, tu as montré ton quotidien. Mon quotidien. Donc, indirectement, elles apprennent beaucoup, ces femmes-là, ces mamans. Puis, elles se disent, ah, mais oui, c'est pratique. Si elle est capable, une femme somalienne est capable de faire ça, ben moi, femme somalienne, je peux le faire aussi. Ouais, c'est plus vraiment quelque chose qui est pas, qui est difficile d'accès. D'accord. Je suis capable de le faire, tu es capable de le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai dû, dans Taïou, que de ramener ma vie dans ça, de faire des vlogs et de harakat, des gens. Je n'ai jamais été le genre de personne qui était sur les réseaux avant. Hein. D'accord. Même là, c'est difficile des fois de prendre ma caméra, mais je sais que c'est important. C'est difficile. J'ai l'impression que c'est super simple pour toi. Non, parler, ça a toujours été comme ça. Ouais, mais c'est plus me rappeler de prendre la caméra. Ah oui, d'accord. Et je suis pas du genre, par exemple, si je vais à Haflet, je vais pas... Tu vas voir des gens qui vont mettre la caméra, qui dansent. Je suis pas capable. D'accord, ouais. Si je mets la caméra, je dois avoir un but derrière ça. D'accord. Donc, c'est vraiment par rapport à ça. Mais il y a des gens que ça leur vient naturellement de poster des photos. Ouais. Même parce que là, j'ai des photographes, mais la personne, elle sait que je suis plus naturelle. Donc, ne me dis pas de poser parce que je ne pourrais pas poser. Donc, je rigole. Puis, c'est toujours des photos qui sont plus naturelles, un peu... en situation. Voilà, je fais quelque chose, je rigole. D'accord. Et tout. Donc, mais il y a des gens, naturellement, qui sont capables de poser. Oui. Je ne suis pas capable. Et est-ce qu'il t'est arrivé de regretter d'avoir trop partagé ou d'avoir partagé quelque chose que... Je pense que j'aurais regretté si j'avais partagé mon mari. D'accord. Et mes enfants, on les entend, mais on ne les voit pas. D'accord. Donc, alhamdoulilah, comme quoi Dieu fait les choses d'une belle façon. Parce qu'au début, je voulais, mais mon mari était contre.
mais j'ai dû respecter son choix parce Bien que sûr. les enfants, c'est avec lui que je les ai faits. Donc, alhamdoulilah que j'ai pas partagé cet aspect de ma vie. Euh, Peut-être ce que je dis, je suis plus consciente maintenant. D'accord. Surtout depuis que je suis venue à Djibouti, parce que je me rends compte de la communauté qui me suit. Parce qu'avant, c'était derrière une caméra. Mais maintenant, quand je vois des jeunes filles qui me regardent et tout, bah, je me dis, OK, ce que je dis, je dois faire. D'abord, j'ai jamais été du genre à insulter ou dire des. T'as jamais été provocatrice Exactement, non plus. jamais. J'ai jamais non plus fait des vlogs par rapport à quelqu'un d'autre ou parler de drama et tout. D'accord. Donc ça n'a jamais été un problème. Mais tout le reste, il y a des moments où je suis fatiguée. Donc, je dois filtrer mes mots. Et oui, reconnaître que je suis fatiguée, parce que c'est la vulnérabilité, on est humain. Mais aussi, toujours ramener ça à... au final, je suis en train de vivre un rêve. Donc, alhamdulillah ala kulli hal, être reconnaissante. Plus que... parler vraiment de Wandale et tout. Parce que t'es souvent très reconnaissante dans tes vidéos. C'est quelque chose qui revient très souvent. C'est ça. Donc, c'est plus pour ma communauté, mais aussi, avec le temps, je me suis rendu compte qu'indirectement, je me suis reprogrammée aussi. Donc, maintenant, tout ce qui m'arrive, je me dis alhamdulillah. Alhamdulillah, que ce soit positif ou négatif. Et qu'est-ce qui t'aide à rester ancrée ta famille, tes enfants, ta carrière, qu'est-ce qui te permet de rester vraiment ancré? Je pense que c'est ma prière. Ta prière. Ouais, c'est vraiment c'est la foi. Et je vois aussi, en fait, j'ai beaucoup de self-awareness. Et donc, lorsque je me rends compte que je me dis, OK, comment sont tes prières? Est-ce que tu pries à temps? Est-ce que tu fais tes prières à temps? Est-ce que tu fais tes... Et puis, moi, je ne suis pas du genre à faire 1000 ayatul kursi. Non. Je fais le minimum, mais vraiment d'une façon intentionnelle. Donc, c'est ma prière, et ma prière parce que ça me remet un peu, ça remet les choses en perspective. Puis, si j'ai un problème, bah, je discute avec mon créateur. Et c'est aussi une façon de réfléchir. Je le fais aussi dans mes formations. Je dis, quand tu as un problème, tu te demandes deux choses. Est-ce que tu peux contrôler et régler ce problème? Si tu peux le faire, si tu peux pas le faire, ça vaut pas la peine parce que c'est juste une perte de temps. Alors, donc vraiment, c'est la prière pour moi et ibadada. Et quand je fais dhikr et tout, c'est vraiment d'une façon profonde. Et je dis alhamdulillah, mais vraiment, à chaque fois que je dis alhamdulillah, je reconnais ce que Dieu m'a donné. Alhamdulillah pour la santé d'abord. Alhamdulillah pour mes enfants. Alhamdulillah pour mon foyer. Alhamdulillah pour cette belle opportunité déjà de venir à Djibouti. Beaucoup de gens n'ont pas cette opportunité. Bien donc, sûr, alhamdulillah pour ça. Donc, c'est vraiment ça. Je fais en sorte de vraiment garder ce lien avec Dieu. D'accord. Et parce que c'est très important. Et d'ailleurs, c'est une chose que j'en parle dans ma formation aussi. Je dis, il y a deux types d'extrêmes et Dieu n'aime pas les extrêmes. Il y a ceux qui croient que tout est dans leur pouvoir, donc ils vont travailler, mais ils vont oublier Hargilahi. Et il y a l'autre extrême, Hargilahi et qui disent comme si que ça tombe du ciel comme ça. Donc, Dieu n'aime pas les extrêmes, il faut avoir un middle ground. Donc, oui, travailler, Dieu aide ceux qui s'aident, mais aussi ne pas lâcher Hargilahi. D'accord. Parce que même moi, je me suis rendu compte lorsque je travaille, que je fais des choses, si je Hargilahi si d'ailleurs, barakada yaga maqan. Donc, vraiment avoir l'équilibre. Dieu n'aime pas les extrêmes. Donc, c'est vraiment ça qui m'aide à rester ancré. C'est vraiment juste ce rappel à la vie. Cette vie est éphémère et on va tous mourir. Ça, c'est quelque chose qui nous est tous promis. Donc, les quelques jours qu'on est là sur cette terre, faire en sorte qu'elle compte, mais d'une façon qui va non seulement te profiter à toi-même, mais aussi d'autres carrières. Ton entourage. C'est ça. Ok. Bah écoute, Nastaha, là je pense qu'on arrive aux 2 questions signatures de Hibotalk. Oui.
Alors, la première question, c'est quel est le message que tu souhaiterais envoyer à la jeunesse? Peut-être à une jeune fille qui se cherche, peut-être à un jeune garçon qui se cherche. Tu parles beaucoup de développement personnel, c'est important, hein. C'est vrai que ça a explosé ces quelques années, le développement personnel, parce que les gens ont besoin d'être motivés et avoir des gens qui ont vécu des choses et qui partagent leurs expériences, ça leur permet effectivement un petit peu de peut-être de passer à l'action ou d'être inspiré. Exact. Donc, qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire? Et si tu as envie de leur dire quelque chose, tu peux regarder cette caméra et leur dire directement. Donc, à la jeunesse djiboutienne, en général, je dirais d'abord d'oser rêver et d'avoir vraiment une vision claire de ce dont tu attends de la vie. Et aussi de faire en sorte que les gens qui sont dans ton entourage, bien sûr, on ne choisit pas sa famille, mais les gens dans ton entourage soient des gens qui sont là pour ton bien-être. Et que toi aussi, tu émanes cette image parce que tu n'attires que ce que tu es. Donc, fais en sorte d'être positif, de parler de façon positive et surtout d'oser rêver. Et lorsque tu vis des moments difficiles, rappelle-toi que c'est vraiment, la vie vient comme les saisons. Chaque saison est différente. Les moments difficiles finiront aussi par passer. Donc, c'est ça, oser rêver et puis aimer pour l'autre ce que vous aimeriez pour vous-même, surtout. Et lorsque votre ami réussit, être le premier à le célébrer. Donc, c'est ça. Très bien. En tout cas, c'est très joli comme message, vraiment. Et la deuxième question signature, c'est la chanson qui définit Nasteha ou Naz Ahmed ou Asli. Une chanson, en tout cas, qui définit ton parcours ou bien qui peut-être est ton état d'esprit actuel. Hein, Alors, une chanson que j'écoute souvent, surtout lorsque j'ai besoin d'un petit boost mental, c'est la chanson de Maslah Midaye, Hore Sa'a. D'accord. C'est une belle chanson. Alors, Hore Sa'a, c'est... Va de l'avant. Fonce, va de l'avant. Va de l'avant. Et puis dans cette chanson, la plupart des chansons somaliennes, c'est souvent Ja'el, amour ou regret ou autre. Mais cette chanson, c'est vraiment va de l'avant et fais en sorte que ton rêve se réalise et qu'il parle du fait que lorsque tu as un rêve et que tu veux t'en sortir et que tu veux vraiment réaliser ce rêve, dans ce parcours vers ta destinée, tu vas rencontrer beaucoup de gens qui vont pas aimer ça parce que tu vas déranger beaucoup de gens, mais vraiment se rappeler que ça, tu le fais pour toi-même et que malgré les haters, you're gonna go far. Donc, c'est vraiment une belle chanson. À chaque fois, lorsque j'ai besoin d'un boost, vraiment, j'écoute cette chanson et je pense que beaucoup de gens aiment cette chanson. Je vais l'écouter. Oui, et c'est tellement joli. Comment le rythme et la mélodie de la chanson, donc c'est vraiment ça. Hore Sa'a de Maslah Midaye. Puis c'est un jeune djiboutien. En plus. T'as un joli accent canadien. Hein? Ah oui. J'essaie de... mais... En tout cas, merci beaucoup, Nasteha. Ce fut vraiment un bonheur de t'avoir, de t'écouter. Je pense que là, l'épisode, j'ai même pas vu le temps passer. Oui. J'espère que tu t'es sentie bien, à l'aise. Oui, non, ça m'a vraiment fait plaisir d'abord que vous m'ayez donné cette opportunité de venir sur Hibo Talk. Machallah, c'est un des podcasts vraiment que j'apprécie le plus parce que déjà, vos questions sont très profondes. C'est pour ça, là, je me disais, OK, retiens tes larmes. Retiens tes larmes. Puis aussi, vous mettez la personne vraiment à l'aise. Puis c'est des questions, je pense, qui ont un sens, c'est pas générique. Et puis, vous avez cette habilité de vraiment soigner les questions par rapport à la personne. Et ça, c'est vraiment un certain niveau d'intelligence émotionnelle que beaucoup de personnes qui font des entrevues n'ont pas. Donc, merci. C'est très gentil. Merci beaucoup, Nasteha. Merci d'avoir ouvert ton cœur avec nous. Ici, c'est Hibo Talk à cœur ouvert. Oui. D'avoir partagé un petit peu ton histoire, partagé ton histoire avec nos auditeurs et auditrices par rapport à ton parcours. Un parcours quand même très diversifié, avec beaucoup de casquettes. Vraiment... merci de parler de santé mentale, merci de parler ouvertement de burn-out, de dépression,
Tout ça, c'est important, c'est vraiment important et d'autant plus maintenant dans la société dans laquelle on vit. Ouais. Et donc, voilà. Donc, merci. Je te souhaite un bon vent à Asli Boutique. Oui, merci et là, j'ai bientôt, j'en ai parlé déjà toutes mes nièces quand elles ont vu le collier. Elles ont dit, OK, il y avait quoi d'autre? Alors, la seule chose qui m'embêtait, et c'est mon problème, ça, c'est son malgué. Il est un peu, voilà. Et donc, il y avait des termes que je connaissais pas, que je comprenais pas. Et donc, je disais, OK, je vais les envoyer, on va voir la traduction, et puis ensuite, on les prend. Et j'ai pris pour ma sœur jumelle, Khalé, parce qu'elle est très précieuse pour moi. Et donc voilà. En tout cas, bon vent, et merci encore. Merci à vous, j'apprécie.